Pourquoi c'est important? C'est quand même, vous vous êtes aperçu que vous respirez en permanence à 100% du temps. Vous ne mangez pas 100% du temps, vous ne buvez pas 100% du temps, pourtant vous occupez plus de ce que vous mangez et de ce que vous buvez que de ce que vous respirez, parce que vous êtes rentré ici, vous n'avez pas demandé si l'air était inhalable. Par contre, si vous voulez boire de l'eau, vous allez dire est-ce qu'elle est potable. Ça, c'est voilà la grande différence. En plus, vous ne buvez pas 15 kg d'eau, ni 15 kg d'aliments. Par contre, vous inhalez 15 kg d'air, qui vont être en contact avec le sang sur 80 à 100 mètres carrés. C'est un beau loft. Hein. Donc là, ici, vous avez une surface de contact qui est énorme. Parce que quand vous voyez tout ça, c'est énorme. Et là, c'est air 100. C'est-à-dire que c'est rapide. Par exemple, si vous respirez, vous prenez une douche avec une eau un peu chlorée, 5 minutes après, on peut vous mesurer le chloroforme dans l'air expiré. Donc ça veut dire que le métabolisme est hyper rapide, ça passe dans le sang, ça passe dans le foie, ça ressort. Donc il faut quand même garder bien ça dans l'esprit, que c'est pas banal de respirer, même si on le fait en permanence. Alors, pour les enfants, il y a une fragilité respiratoire spécifique, c'est que quand on naît, en principe, on sort d'une vie aquatique pour aller dans une vie aérienne, et donc tout d'un coup, à la naissance, on a toutes les alvéoles, le peu qu'on a, qui se déplient, c'est pour ça qu'on crie, ça fait mal, et de 0 à 2 ans, on doit avoir les alvéoles pulmonaires, le nombre doit se multiplier par 10. Donc de 0 à 2 ans, si on respire tous les jours des polluants qui gênent cette multiplication alvéolaire, au lieu d'avoir 300 millions d'alvéoles pulmonaires à 2 ans, on aura 250 millions, c'est pas grave, on ne va pas mourir. Simplement, on hypothèque le capital respiratoire. Et de 2 ans à 7 ans, à 2 ans, on a le nombre vie entière d'alvéoles, et de 2 ans à 7 ans, c'est la surface de chaque alvéole qui va grandir pour que, à 7 ans, vous ayez vos 70 ou 80 mètres carrés de surface pulmonaire. Pareil, si on n'a que 65 mètres carrés, c'est pas très grave, mais enfin, c'est quand même un peu hypothéquer le capital respiratoire. Ensuite, alors ça, c'est la réglementation française, elle est géniale, parce qu'elle ne sait pas ça depuis 1982. Donc, vous voyez, 30 ans après, on n'est pas revenu sur un mauvais calcul des débits d'air donnés pour les bâtiments accueillant les enfants. On est le seul pays à donner des débits inférieurs pour les enfants, alors qu'ils inhalent 2 fois plus d'air et qui respirent et qui vont prendre de ce fait 2 fois plus de polluants, puisqu'ils ont une ventilation qui est accélérée à cause de la croissance, ils ont besoin de beaucoup plus d'oxygène, et du coup, ce qui va avec l'oxygène aussi, ils en prennent davantage. Alors ça, tous les pays ont à peu près les mêmes débits adultes et enfants. Non, on a 15 mètres cubes par personne pour les petits, collèges compris. Quand vous arrivez au lycée, on a estimé que vous avez un peu grandi, on vous donne généreusement 18 mètres cubes par heure et par personne. Et si vous êtes adulte assis tranquillement dans un bureau, vous avez droit à 27 mètres cubes par heure et par personne. Cherchez l'erreur. Surtout que, alors là, même le code du travail avec les débits, il y a même une incompatibilité, et tous les enseignants devraient manifester. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, parce que le code du travail doit leur donner 27 mètres cubes par heure et par personne. Or, quand ils sont dans une salle de classe, ils ont droit qu'à 15 mètres cubes par heure et par personne. Pourquoi? Alors, c'est un mauvais calcul. Je vous passe les détails, comment ils ont fait, mais c'est une erreur, et on la garde tranquille. Bon. Alors, il est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, contrairement à ce qu'on a pu penser, parce qu'on a médiatisé la pollution de l'air extérieur pendant 60 ans, en ne sachant pas qu'on respirait dans les bâtiments. C'est nouveau de découvrir qu'on respire dans les bâtiments. Donc maintenant qu'on l'a découvert, on le mesure, et grande surprise, c'est plus pollué qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est la campagne 2003-2005 sur 567 logements représentatifs des 24 millions de résidences principales. Donc bien sûr, on voit que formaldéhyde, acétaldéhyde, hexaldéhyde, toluène, hexaldéhyde, acétaldéhyde, c'est les 4 pionniers là. Oui, par rapport à l'extérieur, c'est sûr que c'est beaucoup plus important. Cet air intérieur, bien sûr, il n'est pas facile à gérer parce qu'il dépend de l'air extérieur, donc trafic urbain ou sources industrielles, usines ou autres. Il dépend du sous-sol. Construction sur friche industrielle peut faire, surtout pour le trichloroéthylène par exemple, le naphthalène,
peut bien sûr migrer dans le bâtiment, parce que les bâtiments sont tous en dépression, donc ils aspirent un peu et le radon aussi, les gaz qui sont dans le sol. Et comme on chauffe aussi les bâtiments, il y a un mouvement de convection thermique, donc ce qui fait qu'on accélère le transfert sol-bâtiment. Ensuite, des caractéristiques du bâti, c'est sûr, la conception. C'est vrai que les garages communicants, c'est pas génial, parce que le garage, c'était sûr un lieu de pollution. Vous n'êtes pas nombreux à pousser la voiture pour la rentrer, pour la sortir. Donc vous faites quand même marcher le moteur, qui va quand même libérer un peu de monoxyde de carbone, de benzène, de tout ce que d'hydrocarbures aromatiques. C'est des exemples, hein. Les produits de construction, on va y revenir, donc ça je passe assez vite, parce que quand même là ça presse. Les occupants, alors maintenant nettoyer pollue, donc ça aussi c'est une grosse découverte, puisque on ne nous vend que des produits parfumés. Donc on se dit, et d'ailleurs ça a même changé l'inconscient collectif, puisqu'on va vous dire, ça ne sent pas le propre. Comme si le propre avait une odeur. Et c'est parce que tout ce qu'on utilise pour nettoyer est parfumé. Donc, si on ne sent pas d'odeur, c'est qu'on n'a pas nettoyé. Ça devient dramatique parce que là, c'est un cercle vicieux. Vous, dans une crèche, c'est très difficile, par exemple, de faire accepter le nettoyage à la vapeur seul, c'est-à-dire sans produits chimiques, parce que il faut que ça désinfecte. Et les produits désinfectants sont les plus polluants. On n'a pas besoin de faire des salles blanches dans les crèches. Mais bon, ça c'est la course en avant dans le monde aseptisé. Donc les occupants. Alors, les polluants, il y en a toute une tapée, donc je ne vais pas vous faire, parce que ça va vous déprimer là. Alors, vous avez tout le monde des micro-organismes, les virus. Alors, il ne faudrait pas oublier que le bâtiment augmente la contagiosité de la grippe. Hein, sans aller chercher la tuberculose, on a dans les bâtiments tertiaires, dans les bureaux, on a 15% des cas de grippe annuels qui sont attribuables au bâti, tout simplement par manque de renouvellement d'air. Hein. Donc, bien sûr, dans les bâtiments, on a des gaz issus de la combustion. Ça, c'est des équipements catastrophiques, ça. Hein. Pourtant, les gens qui sont en précarité énergétique, souvent vont acheter ça parce qu'ils fragmentent le paiement. Ça leur coûte aussi cher, mais ils se chauffent quand ils peuvent payer. Et ça, c'est une catastrophe parce que, non content de tous les gaz émis dans la partie habitable, puisqu'il n'y a pas d'évacuation des gaz de combustion qui se passe dans le local, 1 litre de combustible fait 1 litre de vapeur d'eau. Donc, vous comprenez l'hygrométrie qui va augmenter et les condensations qui vont se faire sur tous les ponts thermiques. Donc, vous n'avez pas besoin de caméra à infrarouge. Hein. Avec les moisissures, vous avez déjà une détection des ponts thermiques facile. Ensuite, tout le monde des composés organiques, des très volatiles, des semi-volatiles. Alors, je vous passe. Après, tout le monde des fibres et particules. Ça, c'est le volcan de la Fournaise à La Réunion qui fait cette laine de roche. Donc la laine de roche, c'est naturel, puisque ça s'appelle même les cheveux de Pélée, d'une déesse hawaïenne. Et c'est une photo donc faite à La Réunion sur la laine de roche émise. Quand le volcan largue des fines particules, quand elles vont se solidifier, ça va vous faire cette laine-là. Donc, bon, c'est un petit clin d'œil qu'il y a aussi du naturel dans le minéral, comme il y a aussi l'amiante, c'est une fibre minérale naturelle. Voilà, et puis le radon. Alors, bon, là, bien sûr, les effets sanitaires dépendent des polluants. Retenons que le bâtiment, bien sûr, les micro-organismes vont augmenter la contagiosité des maladies infectieuses, je passe, je vous l'ai déjà dit. Aggravation des symptômes allergiques, ok. J'ai globalisé. Ce matin, on a parlé aussi de l'absentéisme. Et l'absentéisme, bien sûr qu'il a un coût social, surtout dans le bâtiment tertiaire. Parce qu'en milieu scolaire, on ne compte pas le coût de l'absentéisme, puisque les enfants ne sont pas rentables. Par contre, en milieu professionnel, c'est un levier. Le monde tertiaire, le monde des bureaux, c'est vrai que la santé peut être un levier économique, parce qu'il y a un retour sur investissement, de faire les choses un peu mieux, puisque les gens seront un peu moins malades, il y aura moins d'absentéisme, il y a un retour aussi sur la productivité. En tout cas, merci, vous avez été très patients.